Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Ici Hélène. Et Mélanie. Hello. Hello. On est Toujours pas bonne pour toujours pas bonne présenter pour le les podcast. intros. Bienvenue à ce podcast aujourd'hui. De toujours non professionnel, on vous le rappelle. De temps en On temps. a-tu vraiment besoin de le rappeler rendu là? Ben, des fois. T'as-tu vu notre intro? Mais- Tu ris comme une femme qui est genre fumée pendant toute sa vie, qui avait genre 75 ans. Excuse-moi, tu m'as tué. Elle était vraiment bonne ta blague. Ah ouais? Oui. OK. On vient aussi d'écouter, je disais à Anthony, le chum à Hélène, que j'étais de mauvaise humeur. Puis il cherchait son portefeuille, puis là, j'ai dit la classique tu regardais dans ton derrière, pour ne pas dire the C-word. Puis là, il a mis une chanson. Ça intéresse tellement personne. C'est un Australien qui chante Have you checked your butthole? C'était bon. Ça m'a changé le mood, je suis rendue de bonne humeur. C'est tout ce que ça prend. C'est tout ce que ça prend. Une chanson de butthole pour Mel, puis elle est de bonne humeur. Écoute, je recommande. Un Australien c'est catchy, la chanson est bonne, ça m'a mis de bonne humeur. Voilà, si vous êtes de mauvaise humeur, YouTube, have you checked your butthole? OK. T'as un potin pour nous, je crois, aujourd'hui. Oui. Non? Ouais, avant de commencer, je veux juste rappeler, puisque là, l'épisode sort le 6 avril. Oui. On est tellement en avance. On est encore en mars en ce moment. Jamais aussi en avance, d'habitude. Jamais. Puis le 11-12 avril, on va être au Salon du Livre de Québec. Alors, venez nous voir, Québec. Oui, Québec. Québec. Ouais. C'est drôle parce que demain, on part pour Trois-Rivières. Ouais. Mais ça, c'est dans le passé pour vous. Fait que pour gens du futur, merci à tous les gens de Trois-Rivières qui sont venus nous voir au Salon du Livre. Oui, et vous irez voir notre horaire sur le site web. Fait que venez nous voir. Oui! Ça va être le fun. Et voilà. OK. Je vais lire un petit potin avant qu'on commence. OK. C'est un potin anonyme. OK. Sur Guy Croteau. Oula. Alors, ça dit « J'ai une petite histoire à vous raconter en lien avec l'histoire du concierge pédophile, Guy Croteau, épisode 69. Quand ma mère avait 4 ans, un de ses frères, mon oncle, âgé de 14 ans, l'a agressé sexuellement à plusieurs reprises. Oh boy, OK. Ça paraît-tu que c'est la première fois que je le lis? C'est heavy. OK. Ma mère est en thérapie depuis plus de 30 ans à cause de ça. Mon Dieu, je comprends. D'ailleurs, sous anecdote, quand moi j'avais 4 ans, ma mère m'a emmenée dans la cour arrière de mes grands-parents pour ramasser des fruits. Au moment d'aller dans un coin spécifique de la cour, j'ai figé et me suis mise à paniquer. En pleurant, je disais que je ne voulais pas aller là sans être capable d'expliquer pourquoi. Ma mère m'a raconté ses agressions plus tard et m'a dit que c'était à cet endroit précis dans la cour que son frère l'agressait. Imagine. J'ai des frissons. Bref, mon oncle a ensuite fait la même chose avec ma cousine quand elle avait 8 ans. Oh non. Il était son parrain. Et quel était le métier de mon oncle pédophile? Enseignant au primaire! Tabarnak! Ah, boy. Apparemment que le directeur de l'école était au courant de ses tendances pédos, mais il a décidé de le garder parce que les enfants l'adoraient. Je ne pense pas qu'il ait agressé d'autres enfants, mais juste d'imaginer qu'il ait pu avoir des pulsions envers des petits élèves me lève le cœur. Les seuls souvenirs que j'ai de lui, c'est lorsque j'allais chez mes grands-parents, puisqu'il a vécu avec eux toute sa vie. Il descendait de sa chambre, venait me faire la bise et m'appelait ma petite chérie. Sachant que ce que je sais aujourd'hui et sachant que je suis le sosie de ma mère, je ne veux pas imaginer ce qu'il avait en tête. Il est décédé il y a quelques années. Ouf, OK, gros potin. C'est moi qui l'a récolté, ce potin-là, et j'ai demandé si c'était correct si on le lisait en long. Elle m'a dit oui. T'as encore dit pas son nom. Ouais. Pour info. Ouf. Oui, c'était intense. Ouais, vraiment. Ouais, je trouvais ça important de partager ces histoires-là parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Vraiment. Puis quand aussi, je sais qu'on le mentionne tellement souvent, mais ton gut feeling, il te parle. Il te parle. Qu'elle soit allée dans le coin de la cour. Ouais, c'est fucked up, ça. Puis qu'elle sache pas pourquoi, mais qu'elle se sente pas bien. Connexion mère-fille. Mais ton gut feeling, il faut l'écouter. Ça te dit, ça te parle. Ouais. Donc, voilà. Et aussi, petit transfert avec mon épisode d'aujourd'hui. On a reçu en service de presse le nouveau livre de Christian Page qui vient de sortir. Ça s'appelle « Les enfants tueurs ».
Une belle lecture de chevet. Pas bref. doux. Je vous avouerais que je l'ai lu en partie. J'ai pas été capable de le lire au complet. Mhm. Je vais peut-être... je te le donne, Hélène, pour que si tu veux le lire. C'est pas facile, mais le livre est vraiment bon. Puis j'aime beaucoup Christian Page, puis comment c'est écrit. C'est pas notre vibe, tu sais, je veux pas dire que c'est notre vibe parce que lui, c'est super... Plus sérieux, genre? très sérieux Oui. et il est plus professionnel, on va se dire, son Mhm. affaire. Mais en tout cas, j'ai écrit, bref, tout ça pour dire que j'ai de la misère à parler aujourd'hui, Agathe. C'est ça, je suis tombée sur un des chapitres qui parle d'un cas d'enfant tueur canadien. Donc, c'est sur ce que je fais mon épisode aujourd'hui. OK, je suis intriguée. Shout-out Christian Page parce que c'est toi qui m'as inspiré. Comme s'il nous écoutait. Ouais, je suis pas sûre qu'elle nous écoute, oui. C'est ça que Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous raconte les meurtres de Doris Leatherbarrow et Sharon Hunneman. OK. On est en Saskatchewan pendant la Grande Dépression. Doris est une petite fille qui a grandi dans une extrême pauvreté. Début vingtaine, elle décide de déménager à Vancouver, en Colombie-Britannique, où elle rencontre son futur époux, George Artemenko. À l'âge de 23 ans, Doris épouse George, puis, peu après, en 1943, elle donne naissance à une petite fille qu'ils appellent Sharon. Quand Sharon a 3 mois, son père, George, qui travaille comme ouvrier, fait une chute tragique en bas il tombe en bas d'un échafaudage et il décède sur le coup. Donc, maintenant veuve et mère monoparentale, Doris elle se fait la promesse que sa fille agrandira pas dans la pauvreté, la pauvreté comme elle. Ouais, j'ai de la misère à parler. Ça va bien aller. Veux-tu un verre de vin? Il est genre 10 heures. Non. Oh non, il est quasiment 1 heure. Oui. C'est l'heure de prendre du vin. Donc, pendant que Sharon se fait souvent garder par sa grand-mère, Doris, elle travaille d'arrache-pied parce qu'elle veut ramasser le plus de sous possible pour donner une belle vie à sa fille. Donc, 10 ans passent et Doris, elle rencontre son deuxième mari, un joueur de crosse qui s'appelle René Leatherbarrow. Les tourtereaux, ils se marient en 1953 et ils s'installent à Delta, qui est sur le territoire de la Première Nation de Tsawwassen, dans la région métropolitaine de Vancouver, toujours en Colombie-Britannique. Je vais donner un petit cours Vancouver 101 dans pas long, parce que c'est compliqué à comprendre. Doris a toujours eu un penchant pour la mode, puis elle décide de se lancer en affaires à un moment donné, puis elle ouvre une boutique de vêtements le 12 novembre 1959. Le magasin s'appelle René's Ladies Apparel, en l'honneur de son mari. Son mari s'appelle Oh, cute. La boutique, c'est un grand succès auprès des femmes locales. Doris est reconnue comme donnant un excellent service à la clientèle. Elle est impeccable. Elle aime beaucoup habiller les femmes. 4 ans plus tard, alors que Sharon a 20 ans, Doris décide d'ouvrir une deuxième boutique. Donc, Sharon elle gère la première boutique, puis Doris gère la deuxième. Okay. Les Leatherbarrows sont bien connus, impliqués puis appréciés dans leur communauté. Le succès des boutiques est tellement grand que Doris possède maintenant 8 magasins, un peu partout. Wow, OK. La carrière de Doris est à son apogée, mais au détriment de sa relation avec René, ils finissent malheureusement par divorcer. Sharon, elle... OK, c'est son... Au début, je pensais que c'était son premier mari, René. Qu'elle avait comme nommé la boutique en son honneur. Non. Mais, ouais. Non, son mari. Mais après ça, quand ils se sont laissés, comme, elle peut plus changer le nom de son magasin. Non, ça a toujours été ça. Sharon, elle passe l'essentiel de sa vie professionnelle à travailler avec sa mère. Début vingtaine, elle tombe amoureuse d'un dénommé Charles Gowen, un policier. Puis, il se marie et Sharon donne naissance à un garçon qui s'appelle Darren le 19 septembre 1972. Ce mariage-là, il ne dure pas très longtemps non plus. Il divorce 2 ans plus tard, en 1974. Encore une fois, maintenant mère monoparentale, Sharon se fait un devoir d'élever un jeune garçon parfait aux allures et aux manières d'un gentleman. Et ça, c'est très important dans l'histoire. Okay. En 1976, Sharon elle se remarie avec Ralph Hunneman, un professeur d'économie américain. Ralph, il est veuf, puis il a 2 enfants qui sont déjà rendus à l'âge adulte, mais ça ne l'empêche pas d'adopter Darren, alors que lui a 5 ans. Darren, il grandit dans un environnement super contrôlé par sa mère.
Elle choisit ses vêtements, ses activités. Dans le livre de Christian Page, il dit que elle lui interdit tous les sports de contact. Oh. Et il écrit, Christian Page, pour ça je te disais, j'aimais comment il écrit. Mhm. Et je cite, il dit « Il faudrait surtout pas que le fils parfait à sa maman se blesse. » Mm. La nouvelle... Fait que un peu mère poule Mais, full. à un niveau très élevé. Ouais. Ouais. La nouvelle petite famille déménage tout près de la maison de Doris. Donc, Doris et son petit-fils Darren deviennent extrêmement proches. Mm. En 87, Ralph se fait offrir un poste, un nouvel emploi qu'il ne peut pas refuser. C'est professeur des relations économiques avec la Chine à l'Université de Victoria. Donc, il accepte et il doit donc déménager sur l'île de Vancouver. Mhm. Vancouver 101. Ouais. Parce que... Vancouver n'est pas sur l'île de Vancouver. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, la région de Vancouver, c'est en Colombie-Britannique, au bord de l'océan Pacifique, au Canada. Toujours Je au faisais Canada. Donc, Vancouver, c'est la ville principale. Et elle est entourée de plusieurs municipalités comme Burnaby, Richmond et Delta, qui, elles, forment le Grand Vancouver, comme Montréal, Grand Montréal, Mhm. on s'entend. Et juste en face, dans l'océan Pacifique, il y a l'île de Vancouver. L'île de Vancouver est distincte de la ville de Vancouver et c'est pas une ville en soi, l'île de Vancouver, c'est juste l'île. Et sur cette île-là, il y a plusieurs municipalités, dont Nanaimo, qu'on connaît bien, et Victoria, qui est la capitale de la Colombie-Britannique. Ah, c'est la capitale, Victoria. Mhm. J'avais oublié ce fait. Et voilà. Et autre fait intéressant que j'ai appris qui sert à rien, mais genre, il n'y a aucun pont qui relie l'île de Victoria au continent. Ouais, c'est ça, t'es obligé d'y Ouais. aller en bateau. Tu es obligé d'y Ouais. aller en ferry Ouais. ou il y a des vols aussi qui sont disponibles, mais sont tellement courts puis ça doit être tellement cher. J'ai pas Ouais. checké le prix, mais beaucoup moins populaire. Mettons. Fait que les gens ils voyagent en ferry. Donc, Ralph accepte son nouvel emploi à l'Université de Victoria. Et l'Université de Victoria se trouve, surprise, surprise, sur l'île de Vancouver à Victoria. Donc, à peu près à 2h30 de Delta, qui est sur le continent où Doris habite. Donc, Sharon, elle décide de se faire construire une super belle maison pour sa famille dans un quartier super chic, le quartier Saanich, sur la rue Gibson Court, à 15 minutes de voiture de l'Université de Victoria, donc sur l'île de Vancouver. La construction de la maison est financée par Doris, sa mère, qui a vendu à l'époque 4 de ses 8 magasins, puis elle en profite pour gâter sa famille. OK. La propriété, on dit que quand ils la font construire, elle coûte environ 380 000 à Doris. Pour info, j'ai googlé. Ouais. 380 000 en 90, ça équivaut à peu près entre 820 000 et 880 000 aujourd'hui. OK. Quand même une belle maison. Quand même, ouais. Malgré qu'à Victoria, ça a coûté la peau des fesses, mais bon. On dit que c'est une maison luxueuse dans un quartier huppé. Mm. Doris, elle, bien qu'elle ait beaucoup d'argent, elle continue de vivre dans sa petite maison modeste à Tsawwassen. La famille Huneman déménage donc sur l'île de Vancouver. Sharon, elle continue quand même de travailler avec sa mère, mais elle ne peut pas faire le trajet de 2h30 de route à chaque jour. Ah, c'est 2h30? Ah, ouais, OK. Avec, mettons, avec le ton ferry, auto, ouais. le ferry, plus ton auto. Quand même, oui. Donc, un mercredi sur 2, Sharon, elle se rend chez sa mère en ferry. Elle y dort 2 nuits, puis elle revient le vendredi soir à la maison. OK. Donc, cette routine-là, elle fonctionne très bien pour Sharon et pour Doris. Jusqu'au vendredi soir, le 5 octobre 1990. C'est le week-end de l'Action de grâce. Ralph attend, comme d'habitude, que sa femme rentre à la maison vers 21h. Et Sharon, elle prend toujours le même ferry partant de Tsawwassen à 19h pour rentrer. Le trajet prend à peu près 1h30, 1h45. Donc, le ferry arrive au terminal de Victoria vers 8h30, 8h45 le soir. OK. Ensuite, Sharon, elle prend sa voiture qu'elle a laissée stationner sur place, puis elle rentre chez elle autour de 21h. Ça fait 3 ans qu'elle fait ça, un mercredi sur 2, on the clock. Ce soir-là, donc le 5 octobre, il est 22h. Puis Sharon est toujours pas rentrée. Donc là, elle fait, comme je disais, ce trajet-là depuis 3 ans, jamais rentrée en retard. Ralph, il commence à s'inquiéter. Il téléphone chez sa belle-mère Doris, pas de réponse. Il est maintenant minuit et quart. Oh. Quelque chose va vraiment pas. Ouais. Donc, Ralph appelle la police de la ville de Delta, où Doris habite, et il leur demande de se rendre chez Doris pour vérifier que tout va bien. Donc, vers 2h du matin, on est rendu le 6 octobre,
Les agents Darwin Drader et Anthony Rishkin se rendent chez Doris, au 811 de la 49e rue Artsawatsen. Ils sonnent, aucune réponse. Ils font le tour de la propriété. Et là, par les fenêtres, ils voient que la maison elle a l'air d'avoir été complètement saccagée. Il y a des objets partout, les tiroirs sont à terre, les armoires sont ouvertes. Ils continuent à faire un peu le tour de la maison. Et là, ils voient par la fenêtre de la cuisine, sur le sol, dans une gigantesque mare de sang. Ils aperçoivent Doris et Sharon étendus par terre, sans vie. Hmm. Sharon Hunneman, 47 ans, a un gros couteau de cuisine sur la poitrine. Sa gorge est complètement tranchée. Sa mère, Doris Leatherbarrow, 69 ans, a un couteau de cuisine de 20 cm encore enfoncé profondément dans la gorge. Ah! Les visages des deux femmes sont bizarrement recouverts d'un torchon de cuisine. Et les policiers remarquent plusieurs détails inhabituels. J'imagine rendus là, sont rentrés. Oui, j'imagine. Notamment, la porte du micro-ondes est ouverte, puis il y a une portion de lasagne à l'intérieur. Ah. Et sur le comptoir, il y a 3 autres portions de lasagne qui sont placées dans des assiettes comme prêtes à être servies. Oh. Et sur la cuisinière, il y a une casserole qui contient des légumes qui ont aussi l'air prêts à être servis. Mhm. Et la table est mise pour 4 personnes, puis il y a un grand bol à salade au milieu avec de la vinaigrette à côté. OK. On dirait que Doris et Sharon Avait 2 invités. qu'elles connaissaient Mhm. Pour souper. pour souper. Parenthèse à tout ça, tu sais, on se posait la question la semaine passée, comme quand est-ce que les policiers ont le droit de rentrer. Clairement, là, Oui. il y avait le droit parce qu'ils ont vu les corps, fait que c'est comme, OK, il faut qu'on rentre. Mhm. Mais y a-t-il quelqu'un qui nous a répondu? Oui. Oui? OK. Attends, mon ami Val. Parce que moi, j'en ai pas vu passer dans ce que j'ai lu, Attends. fait que je me demandais si on avait eu une réponse Mon ou ami pas. Val, elle m'a envoyé un message vocal. Fait que, OK, résumé de ce que l'ami Amel nous a envoyé. Ouais, mon amie, elle nous a dit qu'elle est avocate. Elle a dit que sûrement un policier pourrait nous aider plus. Mais elle dit que si il y a, en gros, un appel 911, mettons quelqu'un qui appelle au 911, qui dit rien, qui raccroche, puis que le 911 essaie de rappeler, puis ça répond pas, puis ils savent à quelle adresse ils sont, là, ils peuvent se déplacer puis rentrer. Ou si ils savent qu'il y a quelqu'un qui est en danger, ou elle disait aussi, s'il y a quelqu'un, mettons, dans un bloc appartement en haut, qui dit, hey, en bas, j'entends des... Je sais La pas, tu sais. bataille ou Ouais. comme. Ouais. Là, d'après moi, ils peuvent rentrer. Fait que d'après moi, avec cause, Ouais. ils ont le droit de rentrer. Mm. Mais c'est sûr qu'ils peuvent pas juste débarquer chez vous puis rentrer puis dire Non, si je on. voulais juste vérifier que tout était correct. Ouais, c'est ça. Fait que s'il y a une cause, d'après moi, c'est ça. Comme là, ce soir-là, s'il avait pas vu les corps à travers la fenêtre, peut-être qu'il aurait pas Il aurait rentré. pas pu rentrer. Non, c'est ça. Ben, malgré Ouais. qu'il y a un appel qui dit que ma femme a disparu. Ouais, mais ça fait pas assez longtemps. Tu sais, ça fait Ouais, comme. peut-être. C'est juste la soirée même. C'est comme, ben, Ouais. Dans ces cas-là, c'est sûr que ça doit être ambigu des fois, là. Puis des fois, comme policier, je sais pas, tu c'est dois sûr prendre que une oui. décision. C'est Puis, sûr que oui. tu sais. tu y vas avec ton gut feeling. Ouais. Est-ce que je suis gossante avec ça? Donc, malheureusement, c'est ça. Dans ces cas-là, les corps étaient visiblement visibles. Évidemment. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Le rapport d'autopsie révèle que les 2 femmes ont été attaquées par surprise. Elles ont reçu des coups violents à la tête avec un objet contondant, ce qui les a rapidement fait perdre connaissance. Sharon a 2 fractures du crâne, une plaie ouverte au front droit et la gorge tranchée. Doris a la mâchoire droite fracturée, une de ses oreilles est déchirée et le côté droit de son crâne est brisé. Ouf. Elle présente aussi 2 profondes entailles au cou, infligées avec une telle force qu'un couteau est resté planté. Sûrement qu'il a essayé de l'enlever puis il a pas été. Ouais. Aucune des 2 victimes montre de traces de défense. Fait que vraiment, surprise. C'est ça. Mhm. Et d'après moi, ils connaissaient les Ben oui. victimes. Il Mais d'après moi. allait s'asseoir pour manger de la lasagne avec eux. C'est ça. Donc, l'enquête commence. C'est le détective Bill Jackson qui a la charge de l'affaire. La première hypothèse, c'est le cambriolage parce que la maison est complètement saccagée. Mais quand on regarde de plus près, il n'y a aucun signe d'effraction, puis il n'y a rien de valeur qui a été volé. Apparemment, il y a juste quelques dollars, genre dans leur sacoche, leurs porte-monnaies sont ouverts, mettons. OK. Ils auraient peut-être volé quelques dollars. Les enquêteurs, ils trouvent sur place de l'argent, des bijoux, des appareils électroniques, genre tous des trucs de valeur que, normalement, si tu veux voler une maison, tu voles ça. Tout est là. Donc, pour eux, il est évident que c'est un double homicide
piètrement camouflé en cambriolage. En interrogeant des collègues, des voisins, des victimes, on apprend 2 détails importants. Premièrement, Sharon et Doris ont été vus pour la dernière fois à 17h dans leur entrepôt à Surrey, qui est à une vingtaine de minutes de chez Doris, à 17h. Aussi, des voisins disent avoir vu 2 jeunes garçons flâner dans la rue, 2 adolescents, près de chez Doris vers 18h ce soir-là. Et donc, les enquêteurs, ils vont directement interroger Darren, qui est l'adolescent de la famille, il a 18 ans. OK. C'est-tu le seul enfant? Oui, parce que... Oui. Oui, OK. Mais à part, mettons, il y a 2 frères-sœurs adoptifs, genre, de son père, ça? Oui, de Ralph, oui. De Ralph, oui. D'après moi, il habite pas là. Il habite pas Puis là. de toute façon, même quand Ralph a adopté Darren avait 5 ans, il était déjà à l'âge adulte, ses enfants. Ah, OK, Il OK. était Ils déjà sont vraiment passé plus 18 vieux. ans, OK. ils sont vraiment Ouais. plus vieux. Donc, c'est ça. Le petit-fils de Doris / le fils de Sharon, Darren, a 18 ans. Donc, ils disent, un adolescent, on va aller l'interroger. Donc, qui est Darren Huneman? Darren est perçu comme étant le petit garçon parfait, brillant, bien mis, apprécié de ses enseignants, de ses camarades de classe. Certains vont même jusqu'à le qualifier d'un génie. Ça a l'air qu'il est vraiment intelligent. Puisqu'il a été élevé par une mère vraiment exigeante et contrôlante, puis il a été gâté toute sa vie par une grand-mère qui valorise la réussite et l'apparence. Darren, il refoule énormément ses émotions. Il cherche vraiment à correspondre à l'image parfaite qu'on attend de lui. Quand le détective Jackson le rencontre, Darren il dit qu'après l'école, le 5 octobre, il est rentré chez lui accompagné de sa copine Amanda Cousins. Et ensemble, ils ont bu du thé, puis ils ont tiré des cartes de tarot. C'est comme ça qu'on dit, tirer des cartes de tarot? Je pense que oui. Ouais, se tirer au tarot. C'est tirer au tarot. Puis chez lui, c'est sur l'île de Victoria? Oui. L'île de Vancouver, excuse. Il habite avec ses parents. à Victoria avec ses parents, OK. pas loin de l'université. OK. Donc, vers 18h30, il dit qu'ils ont soupé avec son beau-père Ralph, puis aux alentours de 20h, ils ont quitté la maison, lui et Amanda, en voiture pour se rendre au centre-ville de Victoria, où ils ont rejoint 2 amis de l'école. Ils vont à l'école secondaire Mount Douglas à Victoria. Les 2 amis s'appellent David et Derek. Donc, Darren les a ensuite tous reconduits chez eux avant de rentrer seul à la maison vers 22h. OK. Petite soirée normale d'ado. Ralph, son beau-père, lui, est resté à la maison toute la soirée, puis il confirme que son beau-fils, son fils, lui est adopté, j'imagine, son fils rendu, il est bien rentré à 22h ce soir-là. Donc là, parce qu'il n'y a aucune empreinte qui est retrouvée sur la scène du crime, puis que les personnes interrogées ont un alibi, les enquêteurs, ils cherchent des nouveaux suspects. Le détective Jackson rencontre la sœur de Doris, qui se trouve à être son exécutrice testamentaire. Et là, on apprend des détails importants. OK. Grâce au succès de ses magasins, Doris elle a une fortune qui est estimée de 3 à 4 millions de dollars. Oh! Son testament stipule qu'en cas de décès, sa fortune va à sa fille Sharon et tous ses biens, tralala. Et dans le cas où Sharon est aussi décédée, le tout revient à son petit-fils, Darren, à l'âge de 25 ans. Oh! Intéressant. Il recevrait à 25 ans la voiture de sa grand-mère, sa maison, son contenu, une assurance vie de 200 000 $ et surtout sa fortune de plusieurs millions. Donc là, la sœur de Doris, elle raconte aussi aux enquêteurs que 4 jours après la mort de sa mère puis de sa grand-mère, Darren, il l'a appelé puis il a commencé à lui poser plusieurs questions sur le testament de sa grand-mère. OK. Donc là, Darren pourrait donc peut-être avoir un motif pour voir la mort de sa mère et de sa grand-mère, mais il y a un alibi qui a été confirmé par ses amis et son père. Donc là, les enquêteurs ils décident d'aller visiter les garçons qui étaient avec Darren ce soir-là et Amanda. Les enquêteurs se rendent d'abord chez Derek Lord, un adolescent de 16 ans qui travaille à temps partiel chez Kmart. Derek, il paraît plus vieux que son âge. Il a des cheveux foncés, super longs, puis il a des traits quand même assez durs. Il a déménagé plusieurs fois à cause des emplois instables de son père, avec qui il ne s'entend pas très bien. Derek est plutôt timide, puis il a de la difficulté à se faire des amis, même s'il réussit super bien à l'école. C'est un passionné de jeux vidéo et de judo, un sport dans lequel il excelle. On dit que Derek a une intelligence supérieure à la moyenne, mais qu'il souffre de dépression. Il a d'ailleurs déjà eu des pensées suicidaires, mais il n'a toutefois jamais eu de démêlés avec la justice, prend pas de drogue, prend pas d'alcool. Un autre bon petit garçon. Un bon petit bon garçon, oui.
Devant les enquêteurs, il explique qu'il connaît bien la mère de Darren, mais pas sa grand-mère. Et quand il s'est demandé par rapport à la soirée du 5 octobre, il était où? Il dit qu'il a pris le traversier avec son ami David Muir. Et Darren et Amanda sont ensuite venus les chercher et tous les 4 sont allés manger dans le quartier chinois de Victoria vers 20h. Et il dit que Darren l'a ensuite reconduit chez lui vers 21h30. Le détective Jackson, il demande en terminant s'il y a autre chose qu'il devrait savoir au sujet de lui et de ses amis. Et Derek lui dit qu'ils font tous les 3 partie d'un groupe de Donjons et Dragons. OK. Donc, une autre piste, on ne sait jamais. Ouais. Les enquêteurs, ils vont rencontrer un des membres fondateurs de leur groupe. OK. C'est un garçon de 20 ans dont on n'a pas le nom. C'est lui qui a mis une annonce dans le journal local 1 an plus tôt, à l'été 89, pour trouver des nouveaux joueurs. Apparemment, Darren aurait répondu à l'annonce, puis il aurait commencé à jouer avec eux, avec le groupe, et quelques semaines plus tard, il aurait intégré Derek et son ami David pour les joindre quelques semaines plus tard. Le groupe se réunit pendant 1 an tous les vendredis soirs. Darren a commencé par jouer le rôle d'un prêtre, mais apparemment qu'il a une grande influence, puis il est devenu de plus en plus... Il prenait de plus en plus de place au sein du groupe et il est vite devenu une figure d'autorité et de leadership dans le jeu. OK. Très vite, on l'appelle Lord ou Commandant Huneman. OK. Darren, en gros, il aime bien ça, avoir le pouvoir. Ouais. Ma théorie à moi, c'est parce qu'il n'y a aucun pouvoir dans sa vie personnelle. Ouais. Et sa mère, elle contrôle tout. Fait que, tu sais, probablement qu'il aime ça. C'est quelque chose qu'il n'a pas d'habitude, fait qu'il est content quand il l'a. Ouais. Exactement. Les autres joueurs remarquent que Darren a un penchant pour les scénarios de jeux super sanglants où les personnages se font casser le cou et surtout se font trancher la gorge. Ah. Les membres du groupe auquel les enquêteurs parlent mentionnent aussi qu'à de nombreuses reprises, Darren a mentionné que sa grand-mère était extrêmement riche et qu'elle lui achète absolument tout ce qu'il veut. Apparemment, il se serait vanté qu'elle lui aurait offert une voiture Honda d'une valeur de 30 000 $ pour son 16e anniversaire. 30 000 $ en 88, c'est à peu près une voiture de 60-70 000 aujourd'hui. Quand même. C'est un beau cadeau. Plus que d'autres fêtes, ouais. Il aurait aussi mentionné plusieurs fois que si sa mère décédait, il serait premier à tout hériter. On s'en va vers quelque chose. Apparemment que Darren aurait quitté le groupe après 1 an, en juin, parce qu'il voulait changer de personnage. Il voulait plus être un prêtre. Il voulait être plus puissant. Il voulait devenir un sorcier maléfique. Mais les autres joueurs étaient comme, non, tu as bien trop de pouvoir. Fait que je sais pas comment ça marche, Donjon Dragon, là. Mais c'est ça, il voulait pas lui donner plus de pouvoir, donc il a claqué la porte et il est parti. Okay. Et le membre qui a été interrogé dit « Je l'ai jamais revu depuis ». Okay. Il l'a pris vraiment personnel. OK. Donc, après tout ça, finalement, les enquêteurs vont rencontrer le deuxième adolescent dont il est question, David Muir. David Muir a l'allure d'un adolescent sage. Il est décrit comme grand et costaud quand même pour un garçon de 15 ans. Il vient d'une bonne famille et il a 2 petites sœurs. À l'école, c'est un élève calme, appliqué, au-dessus de la moyenne. Il est discret, sympathique, peu porté sur le conflit. Il joue de la flûte dans l'orchestre de l'école, puis il se passionne pour la science-fiction. Il a déjà commis quelques petits délits, des délits mineurs, dont comme un vol à l'étalage, mais rien de grave. Et lui non plus ne touche pas à l'alcool, aux drogues. Il se tient loin de tout ça. Et puisque David, lui, a seulement 15 ans, ses parents, ils souhaitent être présents quand les enquêteurs viennent le rencontrer, évidemment. Ouais. Donc, les enquêteurs lui posent des questions par rapport au soir du 5 octobre et David explique sensiblement la même affaire. Elle dit que Darren est venu les chercher, lui et Derek, après l'école dans l'après-midi. Ils ont déposé au centre-ville de Victoria. Lui et Derek ont ensuite flâné dans les magasins jusqu'à peu près 8 heures. Et à ce moment-là, ils ont retrouvé Darren et Amanda pour manger. Puis Darren l'a ramené chez lui vers 21h30. Donc, à part quelques divergences mineures, les alibis fournis par les 3 adolescents interrogés à date ça match. Ouais. Yes. Après 3 semaines d'enquête sans issue, il y a une nouvelle information qui vient aux oreilles des policiers. Il y a un chauffeur de taxi qui se souvient, sûrement qu'à ce moment-là, ils ont fait un appel aux médias ou quelque chose, on s'entend. Un chauffeur de taxi se souvient avoir pris 2 adolescents le soir du 5 octobre vers 4-5 heures
au débarcadère du ferry de Tsawwassen. Hmm. Il disait que les garçons arrivaient de Victoria, puis le chauffeur les a conduits au centre commercial de Tsawwassen, qui se trouve à 10 minutes à pied de chez Doris. Hmm. On se rappelle que les voisins de Doris ont rapporté avoir vu Oui. 2 adolescents Ouais. vers 18 h. Donc, tout ça, ça concorde. Mhm. Aussi, à 18h45, ils ont parlé aux gens, dans le fond, de la centrale de taxi. Tu sais, à l'époque, Ok, il fallait ouais. que tu appelles à la centrale, Ouais. puis là, ils dispatchaient. Ça doit être encore de même, mais Oui, tu peux encore appeler. c'est ça. Mm. Mettons, sans Uber. Donc, à 18h45, la centrale de taxi a rapporté qu'il y a une personne du nom de Dave qui a commandé un taxi du centre commercial de Tsawwassen pour le conduire jusqu'au terminal du ferry. Le chauffeur qui a pris la course a embarqué les 2 jeunes qui étaient vraiment pressés de prendre le ferry de 19h pour retourner sur l'île de Vancouver. Le ferry que Sharon était censé prendre. Mhm. Les enquêteurs, ils mélangent les photos de Darren, de Derek et de David avec d'autres photos de garçons adolescents du même âge. Puis, ils demandent aux chauffeurs de taxi d'identifier ceux qu'ils ont embarqués ce soir-là. David et Derek ont été identifiés. Ouh. Les enquêteurs, ils font le même processus avec les voisins de Doris et ils identifient aussi Hmm. David et Derek. Crime, OK. En plus de tout ça, les enquêteurs, ils passent la liste des passagers du ferry de 19h le soir du 5 octobre et il y a une passagère qui se rappelle avoir vu Derek et David sur le bateau. Elle les connaît parce qu'elle va à la même école. Mhm. Elle va à Mount Douglas aussi. Elle les connaît pas personnellement, mais c'est qui. Elle connaît leur face, là. Ouais. Donc, avec tout ça, C'est comme, OK. les enquêteurs ont assez de preuves pour arrêter Derek et Hmm. David, mais ils se disent, crime, c'est sûr que Darren, il y a quelque chose à voir là-dedans. Ben C'est sa oui. mère et sa grand-mère. tu sais. Ouais, c'est ça. Pourquoi eux autres seraient allés tuer une grand-mère, une mère qu'ils connaissent un Fucking peu, mais random. ouais. Donc, c'est ça. Fait que là, ils veulent plus de détails. Donc, ils obtiennent un mandat pour mettre sous écoute les appels téléphoniques de Darren, de Derek et de David. Là, leur stratégie, parce qu'ils veulent qu'ils parlent de tout ça, c'est de déstabiliser les maillons faibles du groupe, qui sont, selon eux, Amanda et David, pour qu'ils discutent de la situation avec celui qu'ils considèrent le cerveau de l'affaire, Darren. Donc, le 20 novembre, ils vont voir Amanda. Puis, ils font pas grand-chose. Ils font juste y dire que ils pensent qu'elle leur cache des affaires. Tu sais. Mhm. C'est tout. Ils OK. font juste dire ça. Et les enquêteurs, ils vont aussi voir les parents de David. On se rappelle parce que David, il a juste 15 ans. Et ils leur annoncent que leur fils est officiellement un suspect Ouh. dans les meurtres de Doris et de Sharon. Donc, probablement que les parents de David lui disent. Mhm. J'imagine. Et là, après ça, les adolescents, ils s'appellent. Mais ils s'appellent. Il y a genre une tonne. Puis ils font pas d'appels attention. téléphoniques. Puis... Ben, ils utilisent des termes de Donjons et Dragons Ah, ouais. pour tenter de camoufler leur conversation, mais il est très clair qu'ils discutent des meurtres de Sharon et de Doris. Le 25 novembre 90, Derek et David sont officiellement arrêtés et sont interrogés au poste. Et bizarrement, j'ai vu ça dans quelques... Je sais pas si c'est vrai, j'ai vu ça dans... Je pense que c'est dans Canadian True Crime qui a dit ça et dans un article du journal que j'ai vu. Ils disent que Darren, quand il aurait appris la nouvelle que ses amis se sont fait arrêter, il aurait fait des démarches pour trouver à chacun des gars un avocat. Ah, Je sais pas si c'est vrai. Mettons, Christian parle, j'y en parle pas. OK. Ouais. Bref. Ça serait smart de sa Ça part, serait vu que oui. c'est de sa faute qu'ils sont dans cette situation-là. Peut-être. Et là, au poste, les policiers, ils font un petit boubou. Ils profitent... Un petit boubou. Un petit boubou. Ils profitent d'un moment entre le départ de l'avocat de David puis l'arrivée de ses parents. Ah, OK. Qu'il est tout seul. Ce genre de boubou. Ce genre de boubou. Et ils vont le voir puis ils proposent un deal. Ils lui disent s'il avoue son implication dans les meurtres puis accepte de témoigner au procès contre Darren, il sera jugé en tant que jeune délinquant puis il va juste purger une peine maximale de 3 ans de prison. David accepte. Méchant bon deal, là. C'est ça. Ben, il y a 15 ans aussi. Ouais. Et il rédige des aveux de 8 pages dans lesquels il dit que c'est Derek qui a tué les 2 femmes. Qui a tué Les 2 femmes. Et le lendemain, l'avocat de David apprend ce qui s'est passé. Il est comme, non. Non, c'est pas... Les policiers ont enfreint les droits de David parce qu'ils n'ont pas informé de son droit à un avocat au moment où ils ont proposé le deal. Donc,
tout ce qui est rédigé est inadmissible. Ah. Donc là, ils savent que c'est Derek qui a tué. Ouais. Ils savent... Il dit pas que c'est l'idée de Darren, mais c'est implied, c'est sous-entendu. Sous-entendu, oui. Bravo. Donc là, ils veulent le pogner. Ben oui. Donc là, ils peuvent pas utiliser les aveux de David. Puis Derek, lui, il dit absolument rien. Il dit pas un mot. Donc, vu qu'ils veulent pointer Darren, leur stratégie, encore utiliser Les appels? Amanda. Non, encore utiliser Amanda. Donc, ils font un deuxième interrogatoire avec Amanda. Et là, elle finit par craquer. OK, au début, je pensais que tu disais un mandat, mais tu disais Amanda. Amanda. Amanda, désolée. Non. Utilisez Amanda, OK. la jeune fille Oui. de 17 ans. Donc là, elle raconte ce qu'elle sait. Donc, elle dit qu'au cours des mois précédents, les meurtres, Darren lui a dit plusieurs fois qu'il prévoyait tuer sa mère, sa grand-mère et son beau-père Oh! dans le but de toucher l'entièreté de l'argent de sa grand-mère. Parce que selon lui, il aurait tout dit ça à Amanda, le testament de sa grand-mère stipule qu'en cas de décès de Doris, c'est Sharon et Ralph qui en héritent. Parce que Sharon et Ralph sont mariés. Fait que lui, dans sa tête, c'était les deux. Alors que, donc, pour tout avoir, il devait se débarrasser des trois. Et il explique à Amanda qu'il pourrait toucher entre 4 et 6 millions de dollars. Ce qui est faux. C'est 3 millions de dollars. Mais bon. Ben, plus la maison. Puis... Ouais, plus. Darren a ensuite confirmé à Amanda que ses deux amis, Derek et David, ont accepté de le faire pour lui. En échange, il leur a promis de l'argent, des véhicules puis des cadeaux comme dans le Christian Page dit des sabres de style ninja. Ça montre qu'ils sont... C'est des bébés. C'est des bébés, là, sont niaiseux, là. Oh boy. Donc là, au cours des semaines précédant les meurtres, Darren y met sur pied 5 plans différents pour se débarrasser de sa famille. Je t'ai fait une petite liste. Numéro 1. Utiliser une conduite de gaz pour faire exploser la maison de Doris à un moment où elle s'y trouverait avec Sharon et Ralph. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ouais. Ça va donner l'impression que sa grand-mère a été assassinée, selon lui. Puis... Il veut pas ça. Versus la poignarder dans le cou, qu'elle n'a pas l'air assassinée. Je t'explique le processus pour en arriver. OK. Son plan numéro 2, c'était de faire exploser sa propre maison à Saanich quand sa grand-mère y séjourne. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que Darren ne veut pas détruire les œuvres d'art qui se trouvent dans sa maison. OK. C'est toutes ses raisons à lui. C'est pas moi qui les invente. Ensuite, le plan numéro 3, désactiver l'alarme de sa maison pour que David et Derek puissent entrer et tuer Sharon, Ralph et Doris. Mais pourquoi cela, ça ne fonctionne pas? Parce que sa grand-mère, elle passe rarement la nuit chez eux. Fait que ça serait quand même difficile. Plan numéro 4, saboter les freins de la voiture, soit de sa mère ou de celle de sa grand-mère, quand les trois sont dedans. Mais ça ne fonctionnerait pas parce que les trois personnes en question ne sont jamais dans la même voiture. Donc là, ces 4 plans-là, ça ne marche pas. Et à la mi-août, Darren y apprend que Ralph ne fait pas partie finalement du testament de Doris. Donc, il pourra vivre. Eh boy. Il dit tout ça à Amanda. Ça, c'est tout ce qu'il y a. Une chance pour lui, Ralph. Imagine quand il a appris ça. Ouais, quand il a appris ça. Je te raconte quand il a appris ça. OK. Donc là, il dit à Amanda que ça allège le plan parce qu'il n'aura plus besoin de tuer son beau-père. Et là, Amanda, qui n'avait comme pas vraiment pris au sérieux jusqu'à ce moment-là, mais là, elle commence à penser qu'il est sérieux. Mm-hmm. Et là, à la rentrée scolaire en septembre, ça, c'est quand même drôle. Darren, il obtient le rôle principal de la pièce de théâtre de l'école, qui est Caligula, d'Albert Camus. Oh boy! J'ai googlé, je m'y connais pas tant en théâtre. Caligula, c'est un empereur fou qui règne par la terreur, qui multiplie les exécutions, les tortures publiques et des actes d'une cruauté si extrême qu'ils ont marqué l'histoire romaine comme un véritable règne de cauchemar. Quand même. Fait que lui, il joue ça. Ça s'invente pas. C'est ça. Lui, il joue ça dans la pièce de théâtre. C'est quand même drôle. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Non, mais c'est ça. C'est ça. Amanda, elle fait aussi partie de la production. Puis Darren et elle, ils répètent souvent ensemble. Puis apparemment que Darren aurait fait une remarque à Amanda disant qu'il allait être capable de mieux jouer son rôle après avoir tué sa mère et sa grand-mère.
Parce qu'il saurait, tu sais, il peut se mettre Dans la peau de du quelqu'un qui personnage. tue. Voilà. Mm. Et il promet aussi de dédier sa prestation à leur mémoire. Elle dit tout ça, Amanda. Oui. C'est dans les jours suivants que le 5e et dernier plan de Darren est mis sur pied. Donc, David et Derek, voici le plan, numéro 5. David et Derek vont prendre le ferry pour se rendre chez Doris le vendredi 21 septembre, pendant que Sharon est sur place. Et là, ils vont les tuer, puis ils vont saccager la maison pour faire croire à un cambriolage, puis reprendre le ferry de 19h vers Victoria. Et Amanda et lui vont venir le chercher à leur arrivée pour établir un alibi. Ils vont dire qu'ils étaient ensemble toute la soirée. Donc ça, c'est tout ce que Amanda sait. OK. Après ces aveux-là, elle est placée en détention préventive et David et Derek sont officiellement accusés de meurtre premier degré pour Doris et Sharon. Ils sont quand même libérés, les deux sous caution, pour 10 000 $ avec des conditions. OK. Puis l'autre, David, lui, il est comme... Darren? OK, non, OK. Fait que c'est Darren, David sont et Derek accusés. sont Ah, officiellement oui, accusés parce que c'est eux qui ont tué. C'est tout des dés, ici? Oui. C'est ça qui est Puis mêlant. le père de Derek, il s'appelle David. Ah, C'est vraiment mêlant. Mais oui. OK, ouais. D'habitude, je les appelle par leur nom de famille, mais là, c'était... Parce que c'était compliqué. Ouais. Bref. Fait que David, Derek sont accusés. Meurtre premier degré. Et ils sont libérés sous caution. Et le lendemain, le 29 novembre, Darren est aussi arrêté, puis inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, vu que c'était son idée. Puis lui, il n'est pas libéré sous caution. Bonne affaire. Donc là, la section mineure ou pas. Au moment des meurtres, OK, Darren, lui, il a 18 ans. Ouais, lui, il est majeur. Ouais, ça fait 2 jours qu'il a 18 ans. Non, ça fait pas 2 jours à ce moment-là. Ça fait 2 semaines, à peu près. Oh! Il va donc avoir un procès normal, il va être jugé en tant qu'adulte. Mais Derek, lui, il a 16 ans, puis David, il a 15 ans. Ouais, quand donc, même. Ils sont tous les deux évalués pour savoir s'ils doivent être jugés comme des mineurs ou comme des adultes. Mm-hmm. Et là, les experts, psychiatres, psychologues et blablabla, ils les analysent et les 2 jeunes, ils disent qu'ils sont tous les 2 extrêmement influençables et manipulables. Ils sont jugés peu susceptibles de récidiver parce qu'ils ont probablement été grandement influencés par Darren, qui est le cerveau de l'affaire. Et donc, les experts ils suggèrent que Derek et David soient jugés en tant que mineurs. Par contre, cependant, le juge, lui, n'est pas d'accord. Ah! Okay. Non. Non, ils ont quand même, tu sais... C'était... il y a plusieurs raisons. Là, il dit, entre autres, que quand ils ont fait les meurtres, Darren n'était même pas là. Ouais. Fait que, tu peux pas être vraiment sous l'influence de quelqu'un quand il n'est pas là. Il aurait pu choquer, il aurait pu... C'est ça. Ouais. Mais, c'est ça. Fait que lui, il fait non. Ils vont être jugés comme des adultes. Il a juste ça pas tuer. Voilà. Je l'aime, ce juge. Le 24 juin 1991, le procès de Darren a lieu et il plaide non coupable. Puis il témoigne. Ah. Et là, il dit qu'il n'y a rien à voir avec les meurtres, que David et Derek ont fait ça pour voler sa grand-mère, blablabla. Personne ne le croit, évidemment. J'ai mis une petite citation du livre de Christian Page, que j'aurais pas pu mieux le dire. Il dit « Sa performance est à l'image de sa prestation dans Caligula, médiocre. » Ouch! J'imagine que la pièce a eu lieu, je sais pas. Je sais pas, il a-tu eu le temps de jouer dans la pièce? Probablement pas, là. Ça s'est passé le 5 octobre, puis c'est la rentrée scolaire en septembre. Ouais, fait que non, il a pas eu le temps de jouer. J'ai trouvé la phrase quand même très drôle. Le procès conjoint de Derek et de David a commencé le 11 mai 1992, comme presque un an plus tard. Et ils ont aussi plaidé non coupable et ils nient toute implication dans les meurtres. Dans les 2 procès, Amanda est le témoin clé. Donc, elle a 17 ans et elle s'est fait offrir l'immunité en échange de son témoignage dans les 2 procès. Et là, je t'ai fait un combiné des deux témoignages parce qu'elle dit la même affaire. Ouais. Mais elle raconte vraiment en détail tout ce qu'elle sait. Parce que là, elle avait raconté jusqu'au 21 septembre. Mm-hmm. Pas jusqu'au 5 octobre. Mm-hmm. Donc là, elle raconte tout. D'abord, elle doit spécifier que, bien que Darren ils disent que c'est sa copine, donc sa blonde, ils n'ont jamais réellement entretenu de relations amoureuses et encore moins sexuelles. OK. Elle dit qu'environ 4 mois avant les meurtres, ses parents, elle, ont divorcé puis ils sont emménagés dans le coin. Elle a fini l'année scolaire, donc j'imagine genre mai-juin, mettons. Mm-hmm.
Et c'est ça, elle a fini l'année scolaire à l'école Mount Douglas, où elle a rencontré Darren. Elle et Darren se sont parlé au téléphone plusieurs fois pendant l'été, mais ils ont commencé à se voir en personne juste avant la rentrée, donc au mois d'août. OK. Amanda, elle le considérait comme un ami, mais Darren, il aimait la présenter comme sa petite amie. OK. C'est pas vraiment un couple Non, OK. en soi. OK. Dans les semaines qui suivent, Darren est devenu de plus en plus possessif. Puis c'est d'ailleurs lui qui a insisté pour lui trouver un rôle dans la pièce de l'école. Probablement que c'était pour la garde des proches. Ouais. La mère d'Amanda, elle veut aussi témoigner, puis elle dit que Darren y exerçait un contrôle extrême sur sa fille, puis qu'elle-même en avait peur. Ah, ouais. Elle dit que c'est comme un homme de 48 ans dans le corps d'un adolescent de 18 ans. Ouh. Ouais, quand même intense. Ouais, ça fait peur. Et dans le fond, je vais raconter qu'est-ce que le témoignage d'Amanda, mais Amanda, il voulait pas, dans le fond, sortir. Il voulait pas une blonde, il voulait un alibi. Ah, C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait juste avoir quelqu'un quelqu'un qui avec peut elle. contrôler, puis comme... Exactement. Qui voulait manipuler. Tu sais, Amanda, quand elle raconte tout ça, elle pleure. Elle témoigne, puis là, c'est comme elle revit les événements, puis elle se rend compte dans sa tête que À quel point elle a été manipulée. elle a été puis- manipulée, puis que c'était vraiment juste un alibi, dans le fond. Mm. Donc, elle témoigne. Le vendredi 21 septembre, 2 jours après le 18e anniversaire de Darren, elle est avec Darren et ils se rendent en voiture au terminal local où ils embarquent Derek et David qui viennent d'arriver en ferry. Là, les garçons entrent dans le véhicule et ils expliquent à Darren qu'ils se sont perdus puis qu'ils n'ont pas pu mettre le plan à exécution. Donc là, Darren, apparemment, était devenu dans une colère noire et il leur a dit « OK, c'est bon, on va réessayer dans 2 semaines. » Parce que sa mère a fait ce trajet-là à toutes les 2 semaines. Mhm. Donc, c'est le vendredi 21 septembre. 2 semaines plus tard, Vendredi 5 octobre. Et c'est à ce moment-là que Amanda elle réalise qu'elle servait juste d'alibi. Mm. Donc, elle est tellement effrayée que le soir du 21 septembre, elle commence à comprendre tout ce qui se passe, mais elle n'ose rien faire parce qu'elle panique. Tu sais. Elle dit plus tard, mettons que elle dit, si j'avais dit quelque chose, tu sais, peut-être que Doris et Sharon seraient encore en vie. Ah, oui, c'est sûr qu'elle doit met de se la poser pression. cette question-là toute sa vie, malheureusement. Yep. Mm. 2 semaines plus tard, le vendredi 5 octobre, Darren dépose David et Derek au terminal pour qu'ils prennent, le ferry de 15 heures. Un peu plus tard, Amanda est chez Darren à boire du thé et à lire des cartes de tarot, comme j'ai raconté. Mhm. Et vers 20 heures, ils se rendent en voiture au terminal de Schwartz Bay. Le ferry devait revenir sur l'île de Vancouver vers 8h30, mais il y a du retard ce jour-là, puis il arrive vers 9h. Les 2 garçons descendent du ferry, montent dans la voiture, et là, ils confirment que le plan a bel et bien été mis à exécution. Et là, Derek et David, devant Amanda, racontent exactement tout ce qui s'est passé parce qu'apparemment que Darren est là. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils posent plein de questions. Ils font même des jokes. Oh my God. Donc là, ils disent qu'ils sont arrivés chez Doris, en taxi cette fois-là, parce que la première fois, ils avaient marché puis ils s'étaient perdus dans les rues. C'est pour ça qu'ils ne s'étaient jamais rendus chez Doris. Donc là, ils se rendent en taxi cette fois-là, à côté de chez Doris, pour être sûr qu'ils se rendent. On te rappelle qu'on est en 90, pas de GPS. Ouais. Donc, vers 18h. Puis là, ils flânent dans le coin pendant presque 2 heures. Hein? Parce que j'imagine qu'il fallait pas que ce soit trop loin du ferry de 19h, parce que sinon, il aurait fait de quoi? Genre, Ouais. fallait qu'ils reprennent. Tu sais, il n'y a pas d'autre moyen de quitter que de reprendre le ferry à 19h. Fait que d'après moi, ils ont flâné, ils ont attendu que le temps passe. Jusqu'à 18h. Et ce serait là que les voisins les auraient aperçus. OK. Et là, ils cognent à la porte. Et Sharon, elle les connaît. Mhm. Donc, elle les fait rentrer. Elle est présente à Doris, qui les invite à manger de la lasagne avec elle. Oh. Et Sharon, elle leur dit qu'elle va se rendre au ferry de 19h, puis qu'elle peut leur donner un livre. Parce qu'ils disent sûrement qu'ils étaient perdus dans le coin. Puis dans l'auto, ça a l'air qu'Amanda a dit qu'il riait, puis il était comme si elle allait prendre le ferry. Tu sais. Les autres, ils savaient qu'elle ne se rendrait pas. Pendant que Doris et Sharon ils mettent la table puis ils réchauffent les 4 portions de lasagne, les adolescents ouvrent leur sac. Ils mettent des gants en caoutchouc et ils sortent 2 pieds de biche. Tu sais, les grosses barres de métal. Ouais. Et là, ils assènent de nombreux coups à la tête de Doris et à celle de Sharon. Doris, elle s'évanouit, à 69 ans quand même. Sharon écrit puis elle demande au garçon pourquoi il s'attaque à elle. Elle ne comprend pas.
Mais il continue à donner des coups. Elle s'évanouit, elle aussi. David et Derek couvrent ensuite les visages de leurs victimes pour pas... Ils disent qu'ils voulaient pas voir leur regard. Christian Page dit que c'est pour les déshumaniser. Ouais. Parce que c'est sûr, c'est ça. Ouais. Derek achève Doris en lui plongeant un couteau dans la poitrine, puis David tranche sauvagement la gorge de Sharon. Imagine, là, tu rentres, il y a genre une petite grand-mère, puis genre une maman qui t'offre de la lasagne. Puis Avec toi, une tu petite décides, salade. de sortir ton pied de biche puis de les tuer. Ouais. Hey, c'est fucked up. Pour des épées de sabre ninja. Ouais. Aïe, aïe. Ensuite, ils saccagent la maison pour faire croire à un cambriolage. Sûrement qu'ils prennent des dollars dans leur sacoche. Ils ramassent leurs pieds de biche, leurs gants. Ils prennent le taxi et ils se rendent au ferry pour 19h. Et ils retournent sur l'île de Vancouver et ils jettent leur sac avec les pieds de biche puis les gants dans l'océan quand ils sont sur le ferry. Okay. Donc ça ne sera jamais retrouvé. Darren les ramasse, les dépose chez eux, puis dépose finalement Amanda. Et avant qu'elle sorte de la voiture, Darren la menace, puis il dit qu'il veut la tuer si elle parle à qui que ce soit de ce qu'elle sait. Pendant les procès aussi, le procès de Derek et de Darren, on apprend un fait intéressant qui ne change rien à l'histoire, mais qui change un peu le portrait qu'on avait d'eux. On disait que c'était comme deux garçons super intelligents, qui faisaient rien de mal. On apprend qu'il y a des... En fait, il y a des camarades de classe des deux qui viennent témoigner pendant leur procès et qui parlent de leur entreprise illégale de vente d'armes blanches. Ah. Derek et David ont une passion en commun, les couteaux. Ils les collectionnent, mais leurs parents sont au courant qu'ils collectionnent les couteaux, mais ils pensent que c'est genre de la décoration. Mais ils font pas juste les collectionner, ils les vendent illégalement aussi. Ils achètent des couteaux pour un prix modique aux États-Unis, puis ils les revendent à l'école. Là, je te fais un petit cours de géographie 101 du coin. C'est un bout du Canada qui est un peu bizarre. Je vais mettre la carte que je vais te montrer dans une seconde disponible, si vous irez voir. À l'extrémité sud de la péninsule de Tsawwassen, en dessous de Vancouver, donc où Doris habite, où tous eux habitent. Non, c'est pas vrai. Eux, ils habitent sur l'île de Victoria. Donc, où Doris habite. Juste en dessous de Vancouver, il y a une exclave qui s'appelle Point Roberts. OK, je vais te montrer. Ici. OK. Ça, c'est Point Roberts. Ouais. Tsawwassen, c'est là. Ça, c'est le Canada. Ça, c'est les États-Unis. Okay. Il y a genre vraiment mini bout de la péninsule qui est comme aux États-Unis. Exactement. Donc ça, c'est une petite communauté américaine qui s'appelle Point Roberts, qui est coupée du reste des États-Unis. Donc géographiquement, elle fait partie de l'État de Washington, mais pour s'y rendre par la route, il faut obligatoirement passer par le Canada. Pour vrai, les gens qui ont fait passer la frontière, là, ils étaient chauds raides cette journée-là. Comme ça n'a pas rapport. Là. Ça a rapport avec l'établissement du 49e parallèle. Ah, OK. Je suis pas allée plus loin que ça, là, mais voilà. Donc, si tu veux te rendre à Point Roberts, il faut que tu traverses la frontière du Canada. Ouais, il faut que tu passes par le Canada. Une fois, puis après ça, tu la retraverses pour retourner à Point Roberts. Je vais mettre la carte, là, vous allez comprendre. Quand tu le vois, tu catches, mais c'est ridiculement. Donc, qu'est-ce que les boys y font? Ils commandent des couteaux à des compagnies américaines parce qu'ils les vendent vraiment moins cher. Ils les font livrer dans une boîte postale qui est à Point Roberts. OK. Donc, ils prennent le traversier de l'île de Vancouver jusqu'au continent, à Tsawwassen. Et là, ils passent la frontière américaine, récupèrent les colis, puis ramènent discrètement tout ça avec eux. Quand même. J'imagine qu'en 90, c'était moins checké que maintenant. Ouais. Je sais pas. Donc, ça a vraiment pas rapport avec l'histoire. C'est juste pour montrer qu'il était pas si doux que ça, parfait. Ouais. Il y a un autre témoignage important qui vient aussi contredire la bonne réputation de Darren cette fois-ci. Celui d'un co-détenu, parce que lui, il était en détention en attendant son procès. Darren, il aurait tenté d'engager en prison un autre détenu pour tuer Amanda et son beau-père Ralph pour 10 000 $. Colin, il a pas appris la leçon de se fermer? De pas engager du monde pour tuer d'autres mondes de sa famille? Ça a marché, mais non.
Donc, ce gars-là, il vient témoigner aussi, parce que pour montrer que c'est un épais. Mhm. Voilà. Les jurys, je vous épargne tout le reste du procès, c'est fucking long, mais coupables, les Mhm. trois. On s'entend? Merci. Quel punch! Oui. C'est ça, les jurys déclarent les trois accusés coupables des meurtres au premier degré de Doris Barrow et Sharon Riemann. Derek et David sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Et Darren, lui, prison à vie avec libération conditionnelle, 25 ans. Ok. Et aussi, il n'aura pas le droit de recevoir l'argent de la succession de sa Ben, grand-mère. j'espère. Voilà. Ça a l'air qu'elle a été donnée aux frères et sœurs de Doris. Ah, OK. C'est quand même gentil. Évidemment, il y a eu des appels après appels après appels, tout rejeté. Demande de libération conditionnelle rejetée. Blue, ça dure fucking longtemps. Je vous épargne toute cette partie-là parce que c'est plate. 1 an plus tard, après les verdicts, en 1994, Darren a été transféré dans un établissement à sécurité moyenne. 6 mois après son transfert, âgé de 23 ans, il réussit à s'évader. Ah, non. Je te jure. Ça finit jamais. Il aurait collaboré avec 2 autres hommes condamnés pour meurtre aussi. Ouais. C'est une bonne crew. Ouais. Il se serait caché dans un chargement de petites boîtes de carton, genre une bine OK, de ouais. recyclage, Ouais. parce qu'il savait que le camion allait passer genre à une certaine date. Fait que là, le camion a vidé la bine. Ça s'est ramassé dans le camion. Je sais pas comment ça Quand marche. Mais même. d'habitude, ça crush, tu sais, ça écrase. Ouais. Fait que je sais pas exactement. Peut-être qu'en 90, c'était différent, mais bon. Bref, donc le camion s'est pointé. Il a ramassé la bine, il s'est rendu dans une station de tri. Darren et les 2 complices auraient sauté sur le conducteur du camion. Il l'aurait menacé avec un couteau. Il l'aurait assommé. Il serait devenu inconscient. Puis il aurait ensuite volé un autre camion pour prendre la fuite. Et là, il y a un employé de la station de tri qui les a vus, qui a immédiatement OK. appelé la police. Et ça a tellement été rapide qu'il y a eu une poursuite en voiture, mais le camion, ils se sont retrouvés dans un cul-de-sac. Fait que voilà. Wow. Grosse évasion. Ça m'a quand même fait rire. Le gars, il est genre plus d'un tour dans son sac. Puis ça me fait capoter parce qu'il est tellement manipulateur. Mhm. Il est capable de manipuler tout le monde autour de lui. C'est comme les boys, on s'évade, j'ai un plan. Les autres, ouais, Ouais, go. let's do it. Donc, il est renvoyé dans un établissement à sécurité maximale après ça. On s'entend? 3 évadés plaident coupables. Et ils reçoivent une peine de 3 ans de plus que leur prison à vie. Ouais. C'est ça. En 2003, David Muir a été libéré. En mars 2020, Derek, qui a maintenant purgé 30 ans de prison, il s'est marié puis il a eu un enfant en prison. Ah ouais. Ouais. Il a été libéré 4 ans plus tard, en août 2024, après 34 ans de prison. Quand même. À l'âge de 51 ans. Parce qu'il y avait libération conditionnelle après 10 ans, lui. Oui, mais ça a été tu vois, rejeté. David, lui, il a été libéré en 2003 parce que c'est la partie que j'ai toute skippée, là, mais il a beaucoup fait de travail sur lui-même. Il a avoué avoir tué. OK. Mais Derek, lui, il n'a jamais avoué. Ah oui. Jamais, OK. jamais. Puis aussi, sa famille est devenue un peu crackpot, là. Genre, son père, il a eu des démêlages avec la justice. Sont allés, tu peux les voir, sont partout, là. Derek Lord, là, tu le googles, sa famille était partout. Puis t'es comme, non, il a pas fait ça. C'est David puis Darren qui c'est tout de leur faute. Fait que voilà, lui, il a purgé 34 ans de prison au total. OK, quand même. Tandis que David, lui, est sorti après ses 10 ans. Mm-hmm. En 2021, Darren, il a changé son nom de famille pour prendre celui de son père biologique, qui était Gowan. OK. Donc, au lieu de Darren Henneman, c'est Darren Gowan. Et en août 2022, il s'est vu accorder une libération conditionnelle de jour. OK. J'imagine, j'ai pas googlé, j'imagine que tu es libre de jour puis la nuit. Tu vas coucher à la prison. C'est ça dit qu'il doit rester dans un établissement d'hébergement communautaire la nuit. Et ça s'est prolongé à plusieurs reprises. La dernière fois que ça a été prolongé, c'était en février 2024. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, il est encore en liberté de ou jour. genre en maison de transition, là, genre... Ouais, j'ai pas d'autres nouvelles après ça. Voilà. Puis c'était en quelle année qu'ils ont été condamnés? En 80... Ça s'est passé en 90, procès 91-92. Okay. Ils ont été déclarés coupables en 93 et 94. OK, quand même. Ça fait quand même longtemps. Ah ouais, ça fait un bout.
Mais Mais ils tu sais, étaient jeunes quand ils sont rentrés. c'était C'est ça. des bébés. Ouais. Ils ont fait ça pour une épée laser. Ah, c'est Pas laser, là, j'ai Star Wars en tête, un sabre. mais un sabre ninja. Puis Mm. il y a des places qui disaient qu'ils avaient promis genre des parcelles de terre, Mm. de l'argent. Écoute, Ah. les informations sont un peu chaotiques sur ce cas-là. Ah oui? Mais ouais. Mais je pense que à la base, ils étaient sous une publication ban. Ah oui, leur identité était protégée vu Exactement. qu'ils étaient mineurs. Exact. Mais après ça, ils sont devenus majeurs. Fait que là, ça Mm. s'est tout sorti. Puis là, Ok. les histoires ont ressorti. Puis là, Mm. les médias ont remêlé tout ça. Je te dis, les articles que j'ai lus, ça avait pas rapport. Tout était mélangé. Ah oui. Voilà. Aïe, aïe. Méchante C'est affaire. des adolescents tueurs. Hein? C'est capoté. C'est tellement cap. Puis, en plus, là, Darren, il aurait juste eu droit de toucher l'argent à 25 ans Fait que ça servait à rien de le faire là. de faire là. Mais sûrement qu'il y a des détails qui manquaient, là. Ouais, peut-être. Genre, peut-être que ça, il savait pas. Peut-être. J'ai aucune idée. Ah. Probablement, en fait. S'il le sait, il était moron. Mais je pense qu'il était moron à base. Là. Il se pensait vraiment Ben, intelligent, en mais... même temps, il est vraiment intelligent. Le gars, il a comme un QI vraiment plus élevé que la Ouais. moyenne. Mais j'avoue que, tu sais, ouais, son plan était quand même un peu intelligent. C'est vraiment, en fait, les deux gars là-bas qui ont chié ça quand Le même. gars a réussi à convaincre 2 autres dudes Ouais. de tuer sa mère et sa grand-mère. Hey, c'est fucked up. À quel point t'as la main prise T'es sur influence... leur... Ouais, Ça t'es a aucun manipulateur, là. Ben oui. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que j'ai dressé un peu le portrait de Derek et de Darren. Et de David aussi, pour montrer un peu d'où ce qui venait, tu sais. C'était... Je sais pas. C'est spécial. Ah oui, vraiment. Voilà. Il n'y a pas vraiment de punch à l'histoire parce que c'est évident que c'est lui qui l'a fait, mais Ben, l'histoire est surtout bonne que en t'as soi. dit que tu t'étais basé sur les enfants tueurs, fait qu'on se Mhm. doutait que ça allait être des Non, jeunes. mais c'était là, ça, c'était pas Non, un c'est punch, mais Mais ça n'a l'histoire- pas de bon sens. la psychologie, quand tu y penses derrière tout ça, ça me Mm. fait capoter. Vraiment. Aïe, aïe. Mais en terminant, je voulais Merci. faire un petit shout-out Ah, moi aussi, j'en ai un. un shout-out à petit Sam de Petit Sam. 19 mois, qui Oh. doit maintenant avoir 20 ou 21. Il a dit qu'il répond toujours « Allô » à Hélène en début de chaque épisode et à sa marraine Val qui fête son anniversaire le 31 mars. Bon, bonne Donc, fête, Val. On est un peu en retard, Val, mais bonne fête. Et allô, petit Sam. Petit Sam. Allô. Allô. OK, moi aussi, j'ai un shout-out. C'est... je te l'ai pas raconté. Hier, genre, je jase à un collègue, là, tu sais, que je croise quand même souvent au bureau, là. Il est pas dans Mhm. mon équipe, mais genre, il est pas loin. Puis là, je sais pas, j'étais comme, ah ouais, demain, c'est ma journée podcast. Puis là, il est comme, ah ouais, tu fais un podcast? Et il savait pas. Puis je fais, ouais, crime de bin. Nan, nan. Puis il est comme, Il connaît ça? il a non. Attends. Mais attends, j'écoute, genre, j'en ai écouté avec ma fille. Ma fille, elle écoute tout le temps ça, puis j'en ai écouté une couple avec elle. Voyons donc. Puis t'as pas catché que c'était genre Hélène du podcast, c'était Hélène, genre, de ta job, puis t'es genre, non. Il avait jamais fait le lien. C'est donc ben Trop drôle. drôle. Fait que Charlotte à mon collègue Jean-Raymond et à sa fille Mathilde qui écoute full notre podcast. Oh, allô Mathilde. C'est trop C'est drôle. trop drôle. Ah, les liens qu'on fait pas. Moi non plus, Ouais. c'est le genre de lien que je ferais pas. Fait que on sait jamais qui sont nos collègues. Est-ce que c'est Elles sont famous. C'est ça. Est-ce que votre collègue est famous en secret? Est-ce que votre collègue est un tueur? On sait pas. C'est les deux options. Soit t'as un podcast, Soit t'es soit tueur. t'es tueur. Ouais, parce que comme la semaine passée, c'était Ouais. en tout cas, le comptable, tu sais, Mhm. que finalement, Je ton sais collègue de quoi tu comptable, parles. c'est un tueur. Voilà. Bonne journée Sur à ce, tous. sur ce, fine journée. On se voit au Salon du Livre de Québec pour ceux qui habitent là. Bye! C'était bon. C'est bien drôle, ton collègue. Ça m'a bien fait rire. Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binku. Bye!